Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Entre intimidation, injures, enlèvement ou autres menaces sécuritaires, le métier de journaliste devient aussi difficile que risqué au Mali pour des acteurs de la presse. La liberté de la presse est attaquée. Dans son rapport 2023 sur la liberté de la presse, Reporters sans frontières classe le Mali à la 113e place, alors que le pays occupait la 111e position lors du rapport précédent. Comment se porte la liberté de la presse au Mali? Quelles sont les menaces sur cette liberté fondamentale? Comment faut-il la préserver? À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, Studio Tamani pose le débat avec nos invités au nombre de 3 ce soir, tous des journalistes. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, Tchegoum Boubei Maïga, journaliste, Fanta Diakité, journaliste et membre de l'association des femmes de la presse. Pour modérer ce débat, Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Je voudrais commencer par vous, Président Bandjougou Dante. Pouvez-vous nous brosser la situation, le tableau de la liberté de la presse au Mali? En réalité, vous me demandez de brosser les tableaux de la liberté de la presse. Et j'aimerais présenter d'abord notre situation médiatique. C'est que nous sommes dans un pays qui a une vieille tradition médiatique d'ouverture démocratique depuis les années 91. Nous sommes un pays qui a beaucoup de journaux. Nous revendiquons 200. Les radios, nous revendiquons plus de 500. Et les chaînes de télévision, nous en avons 42. Pour ce qui concerne la presse en ligne, nous avons une soixantaine de sites d'information. Et aujourd'hui, il y a différents supports indéterminés qui diffusent l'information en produisant des contenus. Et au niveau de la Maison de la Presse, nous avons mis en place une structure dirigée par M. Mamadou Talata, chargée de recenser les cas de violation de la liberté de la presse. Bon. Et ces cas vont des menaces, des intimidations, des enlèvements, des injures. Les injures sont proférées surtout à travers les réseaux sociaux par des gens connus de tous et qui se revendiquent de certains groupes que tout le monde connaît. En ce qui concerne les menaces, ces menaces sont généralement des menaces d'appel anonyme et des menaces aussi d'injures à travers des numéros anonymes, des menaces, c'est connu. Alors, le cas le plus récent, et on n'avait vraiment pas besoin de cette situation, ça a été l'enlèvement d'un journaliste à Lio, alors que les procédures normales d'interpellation existent. Si cela était le cas, je pense qu'on pouvait comprendre. La difficulté à parler des cas de violation de la liberté de la presse au Mali réside surtout dans le fait que l'on fait la confusion entre les expressions plurielles et la presse en tant que telle. Parce que les supports, surtout digitaux, utilisés par certaines personnes, ces réclamants du monde de la presse alors qu'ils ne le sont pas, gérés par une loi qu'on appelle la loi sur la cybercriminalité, fait que parfois l'on peut tirer à boulet rouge sur les pays, alors qu'en réalité les cas de violation sont souvent, je ne dirais pas inexistants, mais rarissimes. Parce que nous avons besoin de cas documentés. Nous avons besoin de faits avérés. Il ne s'agit pas de faire comme certains, à travers leurs médias étrangers, qui cherchent à inventer des cas de violation de la liberté de la presse. Mais il faut reconnaître que si jusqu'à une date récente, on n'a pas de soupçon sur la volonté des autorités à faire taire des hommes des médias, en tout cas dans certaines parties du pays, l'exercice de la profession est difficile. La preuve, c'est que Hamadoun Diko a été descendu du véhicule conduit vers une destination, Amadou Nyalibouli, vers une destination inconnue. Et Moussa Banadiko a eu le même sort que Sori Kone, enlevé le 26 janvier dernier, et ont été enlevés chez eux.
chez eux, ils ont été enlevés et amenés, et jusqu'à présent, on n'a pas de traces. D'accord. Nous allons en venir concernant les endroits en proie à l'insécurité, mais dans les localités plus sûres, est-ce que vous minimisez aujourd'hui les cas que vous venez de citer, ou bien on ne peut même pas parler de menaces pour ces localités-là? Je ne peux pas minimiser. La liberté de la presse n'est jamais définitivement acquise. Mais il ne faut pas placer dans le panier presse tout. En plaçant dans le panier presse, on aura des problèmes. Moi, je suis encore responsable de 500 radios. En tout cas, des cas de violation n'ont pas été portés à ma connaissance. Nous avons informé tout le monde. Le 24 novembre dernier, j'ai réuni l'ensemble de la presse ici pour dire aux gens de nous dire des cas avérés de violation de la liberté de la presse. Mais honnêtement, ici, à la maison de la presse, les centres de monitoring que nous avons, on n'a pas recensé des cas. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que des gens ne sont pas menacés. Et pourquoi ce silence? Ça, il faut s'interroger. D'accord. Tchegoum Boubey Maïga, vous êtes journaliste également. Pour vous, comment se porte la liberté de la presse aujourd'hui au Mali? Bon, je salue d'abord les auditeurs qui nous écoutent. Remercier le studio Tamani pour avoir instauré ce débat-là. Et puis, oui, la liberté de la presse s'exerce dans un contexte très, très difficile. Très difficile pour l'ensemble des Maliens. Et comme la presse, on est quand même partie prenante de la vie en société, de la vie économique, de la vie sociopolitique, oui, quelque part, ça rejaillit un peu sur l'exercice de la profession. Bandjougou l'a dit, il n'y a pas de cas avéré rapporté à son niveau ou au niveau de l'hôtel, par exemple, au niveau des radios. Mais on est dans une telle configuration que l'autocensure, souvent, amène les journalistes soit à ne pas dire ce qu'ils savent, soit à ne pas aller chercher l'information là où ils doivent aller les chercher. C'est-à-dire qu'il y a une telle violence dans l'atmosphère, dans les propos qu'on tient contre les journalistes, dans les propos qu'on tient, comme il l'a dit, l'expression plurielle a tendance à se confondre avec l'exercice de la profession. Ce qui fait que les journalistes essaient d'intérioriser, d'anticiper les menaces ou les injures contre eux pour ne pas exercer leur profession convenablement. Deuxièmement, les situations de transition ne sont jamais faciles. On est dans une transition qui dure depuis 2020, on est en 2023. Même si on ne le dit pas, c'est un régime d'exception. Automatiquement, qu'on le veuille ou non, aller chercher l'information, avoir les bonnes sources d'information, ce n'est pas toujours une chose aisée. Les gens ils trouvent toujours le moyen de se défiler pour ne pas répondre aux sollicitations des journalistes. Quelque part, ça réduit un peu le droit à l'information des populations et ça brume un peu les journalistes dans l'exercice de cette profession. Et troisièmement, peut-être que on est assimilé souvent à des gens, à des plaintifs, quoi. On est assimilé à des gens qui se plaignent beaucoup. Je crois que c'est une manière pour certains journalistes, pour ne pas être taxés d'être soit des incompétents, soit des génies permanents, de se taire sur les situations qu'ils subissent, quoi. Voilà. Le cas de Aliou, comme il l'a dit, est assez récent. J'évite de mettre un peu ceux qui sont dans le champ de la cybercriminalité, je les mettre dans les champs de la presse, quoi. Sinon, dans ce champ-là, effectivement, il y a toujours des enlèvements, il y a toujours des bastonnades. Mais là, on parle de la liberté de la presse et je pense que l'exercice est un peu compliqué pour le moment. D'accord. Fanta Diakité, partagez-vous ce constat établi par Bandjougou Dante et Tchegoum Maïga? Oui, effectivement, et je dirais même que je vais en ajouter. Parce que concernant les menaces et autres, moi je peux le comprendre parce que nous sommes comme des sentinelles pour veiller à l'exercice de notre démocratie, parce que personne n'ignore le rôle et la place que la presse a joué dans l'obtention de cette démocratie. En 91 dans notre pays, c'est vrai. À l'époque, j'étais pas parmi les adultes, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup de sang qui ont coulé. Et parmi ces personnes figuraient également les hommes de médias. Ça veut dire que nous nous sommes battus
corps et âme pour que notre pays puisse être classé parmi les pays démocratiques. Et là, ça, souvent, ça fait que des fois, nous sommes exposés à des menaces et autres. Et c'est pourquoi je salue ici la Maison de la Presse qui rappelle très généralement les journalistes à l'ordre, ceux qui violent les principes de l'éthique et de déontologie. Parce qu'il faut reconnaître également que dans certains milieux, l'éthique et déontologie est violée. Et du coup, il y a certaines personnes qui en profitent pour faire des menaces, pour faire des incarcérations et autres. Moi, je pense que la presse au Mali, on ne peut pas dire qu'on a totalement gagné le combat, mais on est sur la voie. Et en même temps, que ce soit au Mali ou bien ailleurs, la liberté de la presse. Quand vous parlez la liberté de la presse, elle n'est pas gagnée à 100%. Même dans les pays, qu'on le dise, que c'est les pays puissants, que ce soit en France, aux États-Unis et ailleurs, la presse ne peut pas dire que nous avons 100% la liberté d'expression. Est-ce que vous, dans votre travail de tous les jours, vous rencontrez des entraves? Tchégoum a parlé d'autocensure, par exemple. Est-ce que vous connaissez d'autres cas qui vous empêchent de travailler correctement, librement? Vous travaillez pour une radio, je le rappelle. Oui, je dirais que ceux qui s'occupent très généralement du desk politique sont très souvent confrontés à ce genre de problème. C'est pourquoi également les femmes qui sont en milieu de presse, elles évitent d'être interpellées, elles évitent d'être menacées et elles font autre chose. Si je dis autre chose, elles s'occupent d'autres domaines au niveau de la rédaction que de traiter les questions très sensibles. Quand je dis questions très sensibles, les questions politiques, là, ça touche vraiment les sensibilités, ça touche les gouvernants. Et si tu traites un sujet qui touche les gouvernants, si ça ne va pas à leur avantage, très généralement, soit tu es intimidé, soit tu fais l'objet d'aller en prison, même si après le président va jouer son rôle pour te faire sortir. Mais on a vu que des journalistes ont été emprisonnés. Imagine, alors qu'ils étaient en train juste de faire leur boulot. Mais un boulot qui n'arrange pas certaines personnes parmi les gouvernants. Donc quand vous dérangez, on vous oblige de la fermer. Alors, Président Dante, est-ce que aujourd'hui, on a parlé du contexte sécuritaire, vous l'avez abordé dans votre première intervention. Tchégoum aussi a parlé du contexte de transition dans lequel nous sommes. Est-ce que tout ceci peut justifier aujourd'hui que la presse soit mise sous pression, qu'il y ait ces genres de menaces d'intimidation contre les journalistes? Bon, vous avez évoqué quand même deux situations qui sont des situations d'exception, que ce soit l'insécurité ou encore que ce soit le contexte de transition. Dans le contexte de transition, les institutions ne fonctionnent pas comme ça se doit. Et il y a parfois des velléités, des tentatives de remise même en cause de la démocratie. Ça, on a constaté ça. Et dans un passé récent, on a vu certains groupes qui ont cherché même à remettre en cause l'idéal démocratique. Et là, ça devient très dangereux pour un pays comme le Mali qui a connu 23 ans de dictature et qui s'est battu dans le sang pour avoir la démocratie. Donc aujourd'hui, heureusement que ceux qui ont cherché à remettre en cause ces principes démocratiques ont fini par se rendre compte que tout ce qu'ils faisaient comme déclaration fracassante par rapport aux acteurs de la démocratie et par rapport à la démocratie, ils ont fait fausse route. Certains ont même fait leur mea culpa. Donc je crois que ces contextes ne doivent pas justifier, mais c'est des terreaux fertiles pour des tentatives de musulmans de remise en cause du fait démocratique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, le rôle du journaliste est-il réellement compris dans notre société? Et le rôle du journaliste, il est compris parce qu'il y a des professionnels, il y a une formation, il y a des repères, il y a des références,
qui ont fait ce travail et qui continuent à le faire avec honnêteté et dignité. Maintenant, quand les gens s'autoproclament journalistes ou se font appeler journalistes, avec des pratiques qui n'ont absolument rien à voir avec l'exercice de la profession, et là, ça devient un problème. Donc, si dire que le rôle du journaliste n'est pas compris, ça serait une insulte pour le Mali, compte tenu de tout ce que nous avons comme vivier, de tout ce que nous avons comme ressources. Mais seulement, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'absence d'encadrement par les textes a ouvert le secteur à un désordre, au point que même les textes qui ont été élaborés, qui définit carrément les statuts des journalistes, qui peut l'être, qui ne l'est pas, ces textes aussi sont violés. Des gens qui n'ont pas la qualification professionnelle nécessaire, qui n'ont pas le niveau intellectuel requis, se trouvent avec le précieux statut de directeur de publication. Des gens de niveau DF ont réussi à avoir des autorisations, non pas pour être promoteur, mais pour être gestionnaire, directeur de publication d'un journal. C'est là qu'il y a le problème. C'est pourquoi, avec tristesse et inquiétude, qu'on lit certains journaux et qu'on dit que bon, c'est des journaux maliens qui peuvent se retrouver dans n'importe quelle partie du monde, pas parce qu'il y a les fautes grammaticales et autres, là ça c'est une question de langue qui est problématique, mais honnêtement, la structuration même pose problème, quoi. Le style pose problème. À peine on arrive à savoir, le journaliste qui est censé informer les populations, la phrase elle est insensée et incorrecte. Alors, Tchegoum Boubé Maïga, vous l'avez dit, Bandjouk Dante aussi, il a dit, Aliou Touré, c'était le cas le plus récent, mais nous avons vu aussi la mise en demeure adressée par la HAC à Djoliba TV, mais également nos confrères qui sont également portés disparus, qui sont retenus par des hommes armés dans le centre du pays. Est-ce que tout cela aujourd'hui ne contribue pas à rendre ce métier beaucoup plus risqué? Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a, l'atmosphère est tellement lourde que souvent il faut réfléchir à 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Je disais dans une émission que je suis surpris souvent quand les gens parlent, on dit ah mais il est courageux, hein? Non, on exerce notre métier. C'est pas du courage que d'être journaliste. Vous avez parlé du cas de Djoliba, où c'est sur un éditorial que la HAC a estimé que les propos qui ont été tenus méritaient une sanction. Nous, on n'était pas d'accord, mais bon, chacun a ses procédures. Mais j'ai remarqué que depuis que la sanction a été levée, la télé, là, ne fait plus d'éditorial, quoi. Donc, quelque part, comme je disais, l'autocensure, quelque part, soit le journaliste, soit la structure a décidé que, comme c'est un genre problématique, on le met de côté. L'éditorial, c'est vraiment une expression d'opinion fondée sur des faits qui, malheureusement, a amené la HAC à sévir contre le Djoliba. Concernant l'arrestation de l'enlèvement de nos 3 confrères, nous, de Bamako, on s'est dit que, est-ce qu'on a, à cette fois-ci, il faut parler de courage, hein. Est-ce qu'on a le courage d'aller à Mopti, d'aller à Ségou, d'aller dans le Massina pour aller chercher l'information? Il y a les groupes terroristes où les enlèvements, c'est vite passé. Deuxièmement, il y a les forces armées aussi qui sont sur le terrain. Les bavures sont vite arrivées. Donc quand on pense à tout ça, on se dit, bon, ça c'est des secteurs vraiment, parlons de la vente des tomates à Bamako, le manioc à Sikasso, voilà, des sujets qui ne sont pas risqués. Alors que, normalement, la situation dans laquelle on est doit pouvoir nous permettre, nous, d'avoir d'abord la sécurité avec l'État. L'État doit pouvoir sécuriser les journalistes qui font leur travail. Aller sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'en dehors des communiqués de la DEPA, je n'ai rien contre la DEPA, mais la DEPA peut faire sa propagande. En dehors des communiqués de la DEPA, il n'y a aucun journaliste qui peut aller sur le terrain dire « Ah, voilà ce que la DEPA a dit, mais sur le terrain, voilà ce que nous on a constaté. » Je pense qu'il y a tous ces aspects qui font que, je ne dis pas qu'on fait du journalisme au rabais, mais on n'est pas au top de notre rendement et peut-être que les populations ne le disent pas suffisamment, mais peut-être qu'elles attendent d'autres informations des journalistes maliens que malheureusement on ne peut pas donner.
Est-ce que malgré le contexte de transition dans lequel nous sommes, l'État ne doit pas veiller, en tout cas à protéger ces hommes de médias là? Est-ce que, vous l'avez dit, les journalistes ne sont pas sécurisés? Ça, c'est dans les zones en proie à l'insécurité, mais dans les zones plus sûres, un journaliste peut être enlevé et puis relâché, après il n'y a plus rien. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il n'y a pas assez de protection pour les journalistes? Est-ce que ce n'est pas même l'État qui met en danger les journalistes? En quoi faisant? Oui, c'est-à-dire que les enlèvements, on connaît maintenant le mode opératoire. On t'enlève, on te fait 24 heures de disparition, 48 heures, et puis on te ramène. Et une fois qu'on te ramène, tu ne parles même plus. À Liu, jusqu'à présent, je suis curieux de savoir ce qui s'est passé, quoi. Bon, par extrapolation, il y a eu le cas de Martinez Konipo, qui a été rasé. Il avait sorti ses photos, mais depuis qu'il a été libéré, il ne dit plus rien. Donc, il y a une sorte de terreur qui ne dit pas son nom. Et ce n'est pas des terreurs privées. Il y a aller enlever les gens, à présenter une carte pour dire voilà le service auquel j'appartiens. Ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Oui, il serait bon que l'État nous protège. L'État ne doit pas être une structure qui constitue une menace pour les journalistes. Or, malheureusement, aujourd'hui, si tu fais un papier, un article, si tu fais une émission qui ne va pas dans le sens voulu par les autorités de la transition, directement, ce n'est pas le ministre de la Communication qui va t'appeler, hein, ou le ministre de la Défense. Ils ont des nervis, des gens qui sont dressés sur les réseaux, mais qui te tombent dessus à bras raccourcis. On te tombe dessus à bras raccourcis. On te demande même, toi, si tu n'es pas un Faso d'Indjougou. Donc, quand tu es dans une situation comme ça, où on peut t'insulter père et mère pour rien, on peut même insulter ton grand-père, qu'ils ne connaissent pas, oui, tu te dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Oui, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est le métier qu'on a choisi. Il faudrait que l'État comprenne que sans les journalistes, sans la presse, sans l'information, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de démocratie et on ne peut pas avoir le développement qu'on souhaite. D'accord. Et comme les Bamana le disent, Ninte Kenela, Ninte Fonema, il faut que les pouvoirs acceptent d'être des ordures. Nyama. C'est ça le Banjougou. Moi, je suis pas. Tu comprends? Oui. Nyama. Voilà. Mais si tu ne veux pas être critiqué, de tout accepter. Les gens qu'on critique aujourd'hui, on ne les connaissait pas avant 2020. Oui. Mais c'est parce qu'ils sont là aujourd'hui. Mais ils n'ont qu'à quitter demain, personne ne va parler d'eux. Personne ne parlera d'eux. On va parler des gens qui sont là. Donc il faudrait que chacun accepte qu'on est des journalistes. Et eux, ils sont des politiciens, eux, ils sont des opérateurs économiques, eux, ils sont des militaires. Que chacun fasse son travail et les vaches seront bien gardées. D'accord. Ah oui. On pointe un doigt accusateur sur l'État, Fanta, mais il y a également la société. Il y a une telle pression sociale aujourd'hui sur les journalistes. Quand tu as un avis contraire à celui que partage beaucoup, tu es traité de, comme il l'a dit, de façon d'individu. C'est pourquoi je vais retourner. Est-ce que cela ne constitue pas aujourd'hui également une menace sur la liberté de la presse? J'ai dit, c'est pourquoi je vais retourner un peu en arrière. La question que vous avez adressée au président, est-ce que le rôle est compris, le rôle des journalistes est compris? Moi, je dirais que notre rôle n'est pas bien compris. Pas pour nous, hein, mais compris par la société. Oui. Parce que si aujourd'hui, les journalistes essayent de fouiller pour donner la vraie information à la population, certaines se mettent à les insulter. C'est que son rôle n'est pas bien compris. Si les autorités font des incarcérations et que certaines personnes soutiennent cette idée, ça veut dire que notre rôle n'est pas compris. Mais malheureusement aussi, il y a certains parmi nous qui n'ont pas compris notre rôle. Alors, qui doit faire comprendre ce rôle-là à la société, à l'État? C'est les fêtières? C'est qui? Ou bien c'est les journalistes même, par leur façon de travailler? Je pense que la société, il y a eu tellement d'informations autour du rôle des médias en un mot, que ce soit en bambara, en français. Mais très généralement, quand tu vis dans un pays où la majeure partie, je ne dirais même pas, il y a des gens qui ne veulent même pas comprendre.
On ne dirait pas que c'est des illettrés, que c'est parce qu'on peut être illettré, mais on peut vite comprendre. Mais c'est des situations qui les arrangent. Quand une situation t'arrange, tu deviens aveugle par rapport au rôle de l'autre. Moi, je dirais comme ça par rapport à la société. Alors que nous sommes là pour eux. Hein? Parce qu'aujourd'hui, si les dirigeants s'occupent bien d'eux, là, parce que quelque part, il y a un œil qui les regarde. Et c'est nous, les hommes de médias. C'est nous. Imagine aujourd'hui, si tous les journalistes se mettaient, bon, nous allons croiser les bras et regarder les dirigeants faire ce qu'ils veulent. Que va devenir ce pays? Que va devenir ce pays? Que ce soit la transition, oui, que ce soit la société, il faudra que chacun essaye de comprendre le rôle des journalistes. Nous sommes là pour eux. Nous sommes un pont entre les dirigeants et la société. Nous sommes comme des sentinelles. Nous veillons à ce que les choses marchent bien. Et si ça ne marche pas, il est de notre devoir d'en parler, d'écrire et de parler haut et fort à qui veut l'entendre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et malheureusement aussi, il y a certains journalistes, ils dépassent. D'accord. Nous allons en parler tout de suite. Le comportement des confrères aussi qui pourraient contribuer à cette situation. Mais je voudrais demander au président Dante, vous avez toujours interpellé à chaque fois qu'il y a des cas, en tout cas des menaces, des intimidations, vous faites des communiqués, vous faites des sorties, mais on remarque que ça se reproduit. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entendu aujourd'hui par les autorités? Bon, là, en toute honnêteté, le mode opératoire, il est tel que on ne peut qu'engager la responsabilité de l'État. Ça, nous l'avons toujours dit. L'État a la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Maintenant, ceux qui agissent de la sorte, pourquoi ça se répète? Est-ce qu'on a réussi dans nos investigations à savoir véritablement qui est derrière tout ça? Ça, c'est extrêmement important. C'est vrai que les similitudes entre les cas et le silence assourdissant évoqué par mon aîné sont des éléments évocateurs. Mais il y a des cas aussi de disparitions provoquées ou stimulées qui en réalité font que les gens accordent souvent peu de crédit à ceux qui déclarent avoir été enlevés ou pas. Donc ça, c'est des cas que nous avons vécu qu'il faut aussi comprendre. Et je crois que, honnêtement, il faut qu'on arrive à démasquer par tous les moyens ceux qui peuvent être derrière ça. D'accord. Alors, les cas qu'on a eu, les cas d'enlèvement qu'on a eu, et que ce soit pour Ali Touré ou le dernier cas, on ne peut pas dire qu'il est un journaliste, mais qu'il est un web activiste. Mais vous, en tant que président de la Maison de la Presse, est-ce que vous avez pu avoir quelque chose de ces gens-là qui vous a permis de comprendre quelles étaient les raisons de leur enlèvement? Bon, en réalité, quand de telles situations se présentent, naturellement, nous nous adressons aux autorités à tous les niveaux pour faire les vérifications, pour faire les recoupements. Et c'est pourquoi je parle avec réserve, parce qu'on ne peut croire qu'en ce qu'on nous dit tant qu'on n'arrive pas à prouver ce que nous pensons. Bon, dire qu'on va situer la responsabilité au niveau d'un tel, nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas eu la preuve que c'est tel ou tel. Ça, je crois que nous nous adressons à qui de droit et à tous les niveaux. Et je crois que peut-être que comme je l'ai dit la fois dernière, celui qui se cache, si personne ne le voit pas, lui-même il se voit. Donc, un jour, on mettra la main où on comprendra qui est derrière tout ça. D'accord. Nous avons tendu notre micro à certains acteurs de la presse, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur du pays, pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la liberté de la presse aujourd'hui au Mali. Je vous invite à écouter ce micro-trottoir réalisé par Alassane Sanogo.
Actuellement, ce que nous voyons, c'est que la presse est instrumentalisée, ce fait que la liberté, on n'en parle plus. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose contre cela. Si les autorités vraiment donnent l'exemple à suivre. La situation de la liberté d'expression de la presse au Mali devient de plus en plus encourageante. Et toi, tu sais aujourd'hui combien de presse en ligne, combien de radios à Kita. Cela dénote que la presse évolue et chaque fois que la presse évolue, c'est dans sa liberté. Il y a de cela quelques années, je pouvais réaliser des émissions partout dans le secteur de Niafonké sans être inquiété. Ce n'est plus le cas. Il faut que nous ayons un état de droit. J'avoue que ce métier dans les conditions actuelles de mon pays est difficile. Nous ne pouvons pas tout dire de peur des représailles de ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Bandjougou Dante, quand vous entendez ces réactions, est-ce que vous partagez ces avis? Je partage surtout l'avis de ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas travailler comme hier. Ça, c'est une réalité. Je peux parler des cas hors Bamako, par exemple. Ces cas hors Bamako, il y a des zones dans lesquelles il y a une radio de proximité qui est installée. Dans la zone, il y a l'armée nationale, les FAMA, il y a les djihadistes, il y a les groupes armés, chasseurs. Dans la même radio, ceux-là qui parlent au nom de Dieu, entre guillemets, disent à la radio de ne diffuser que de la musique, de ne pas diffuser du tout la musique. Et dans la même localité, les chasseurs traditionnels souhaitent que la radio diffuse les chansons d'Onso. Et il y a l'armée qui est également dans la même zone. Et il y a ces trois pressions qui se trouvent sur la radio. Et la pression d'autres groupes qui peuvent être mis dans le lot des bandits de grand chemin. Et on ne sait pas qui contrôle quoi. Donc là, c'est véritablement un problème. Quelqu'un te dit de diffuser la musique, l'autre te dit interdit pour toi de diffuser la musique. Ça, c'est un problème. Et finalement, qui va assurer la sécurité de la radio? Bon. En même temps, dans certaines parties du pays aujourd'hui, il y a des questions liées à certains sujets qui relèvent de la responsabilité du journaliste. Par exemple, les questions liées à l'armée, dans un tel contexte, si les gens veulent savoir certaines réalités, vous ne pouvez pas avoir la même lecture que la hiérarchie militaire. Là, c'est véritablement un problème. Donc maintenant, jusqu'où les limites de cette liberté peuvent aller et cette liberté peut s'arrêter où? Ça, c'est vraiment une question essentielle. Parce que chacun est en train de faire son travail. Les militaires qui ne veulent pas qu'on rentre dans certains périmètres, c'est les raisons pour lesquelles lui, il le dit. Et le journaliste aussi qui dit qu'il a soif d'informer la population veut aller au-delà de ce qui est visible pour montrer ce qu'il considère comme étant sa vérité. Ça, c'est des contradictions. Mais entre le désir d'informer et la raison d'État, il y a le bon sens, il y a la mesure. Alors, Tchegoum Boubé Maïga, est-ce que vous pensez que les journalistes font aujourd'hui correctement leur travail? Bon, il y a des journalistes qui font leur travail. C'est difficile, mais ils le font quand même et ils le font assez bien, quoi. Maintenant, je pense qu'il y a un des intervenants qui a parlé de l'instrumentalisation de la presse. Tout à fait. Oui, mais ça, c'est lié à ce dont le président a parlé. C'est-à-dire on instrumentalise que ceux qui sont faibles, quoi. Que ceux qui sont faibles là, sur le plan de la formation, que ceux qui sont faibles sur le plan des informations qu'eux-mêmes peuvent collecter, quoi. Je pense que le rôle du journaliste, c'est de ne pas faire le combat des autres à leur place. Voilà. Il y a un problème avec Fatim, excuse-moi du nom, mais je donne les deux versions. Et Bandjougou, qui est le lecteur ou l'auditeur, il est adulte, il est mature, il saura ce qu'il doit faire. Mais si tu dis non, qui est de Bénin de boulot, non, c'est pas le rôle du journaliste. Deuxièmement, je pense que souvent, nous-mêmes, on ne rend pas service à la profession. Nous-mêmes, on donne les bâtons avec lesquels on nous bat. Il l'a dit, il y a des journaux. Moi, je me demande comment ils font pour paraître. Pour ne pas parler de radio. Moi, je suis de la presse écrite. Il y a des journaux, quand je les vois, je me demande même qui a osé leur donner de l'argent pour paraître. C'est mal présenté.
C'est ceux qui vont me tomber dessus, mais c'est pas grave. Tu comprends? C'est mal présenté, c'est mal écrit, c'est dans un charabia. Or, le journaliste, en tout cas ce qu'on nous a dit, les gens ils oublient que le journaliste, c'est un métier. Ça part. C'est pas parce qu'on a fait l'ENA, on n'a pas pu être magistrat, on n'a pas pu être dans un cabinet d'avocats, et on pense qu'on peut être journaliste en attendant. C'est pas un passe-temps. C'est un travail à temps plein. Et ça part. Bon, franchement, on nous a dit que le journaliste doit être un homme cultivé. Mais franchement, il y a des choses, on se demande même, est-ce qu'ils lisent? Les gens ne lisent pas. La culture est dans la lecture. Les gens ne lisent pas. Donc, franchement, un journaliste comme ça que tu mets dans la nature pour aller chercher de l'information, la première chose sur laquelle il va tomber, va la manipuler et lui faire n'importe quoi. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, comme ils n'ont pas les outils pour bien faire le travail, ils ne cherchent même pas à recouper les informations. On te met en cause. Je prends ta photo, je mets à la une, quitte à ce que tu me tiennes devant la justice après, alors qu'il faut juste faire la part des choses. Banjougou m'a dit ceci concernant Fatim, mais je vais voir Fatim. J'ai dit, aïwa, ni de fois, je prends ton avis. Mais non, nous on est là, on se comporte même souvent comme des procureurs. On condamne les gens. On va même dans le code pénal pour voir quelle est la peine. Non, quelle est la peine qu'il faut leur infliger. Non, chacun son travail. Donc vous soulevez ici la question de la formation des journalistes. Obligatoire. Alors il y a cette question, mais il y a aussi un phénomène qui peut aussi être considéré comme un facteur qui entrave cette liberté de la presse. Ça, c'est les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui entraînent, qui induisent beaucoup en tout cas, des gens qui travaillent dans le domaine de la presse aujourd'hui dans l'erreur. Est-ce qu'aujourd'hui... quand il y a eu l'apparition des radios, oui. On a dit non, la presse va disparaître. Elle est là. Il y a eu l'apparition de la télé. On a dit non, c'est terminé. Il y a eu l'apparition de Internet. On dit non, ça y est, non. Faisons notre travail. Les réseaux sociaux, vous m'excusez, j'ai pris la parole sans qu'il me la donne. Oui. Les réseaux sociaux nous poussent à être plus professionnels. Parce que l'Internet, les WhatsApp, les TikTok, tout ce que vous voulez, Facebook, Instagram et compagnie, nous montrent que les Maliens sont de très grands commentateurs. Ils ont leurs propres opinions. Donc nous, notre travail, c'est de leur apporter des faits. Qu'est-ce qui est l'école? Quel est le problème de l'école? Qu'on leur apporte des faits. Quel est le problème de la santé? Qu'on leur apporte des informations. Et une fois qu'ils ont les faits, peut-être que même leur opinion va changer. Et quand ils vont voter, parce qu'un peuple qui n'est pas informé ne peut pas bien voter. On est en démocratie. Les gens, s'ils sont bien informés, en ce moment, ils sauront que la carte d'électeur, quand ils rentreront pour aller voter, ah oui, ça peut changer des choses. Mais là, on est comme, tu m'excuses du terme, le bétail électoral n'a jamais aussi bien porté son nom que maintenant. On ne peut pas au Tchekata, et puis les gens vont voter pour X ou pour Y. Alors, quel rôle peut jouer la haute autorité de la communication dans la préservation de cette liberté de la presse? Fanta Diakité, qui est notre organe régulateur. Oui, moi je dirais qu'ils doivent vraiment jouer leur rôle, mais sans parti pris. Sans parti pris, ils doivent travailler également avec la maison de la presse parce que les fêtières sont liés à la maison de la presse. Et à chaque fois que les journalistes font des choses et qui sont interpellés, ce n'est pas la HAC qui est interpellée en premier, c'est le président Danté qui est interpellé. Et au lieu de faire des choses, moi je pense que la HAC, si un organe fait quelque chose et déraille ou bien s'ils font des choses qui ne respectent pas les principes du journalisme au Mali, en premier lieu, la maison de la presse doit être consultée et voir maintenant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais on a vu qu'il y a certains organes qui font des choses et ne sont pas interpellés. Mais par contre, si d'autres le font, ils sont interpellés. On se pose la question, quelle est
leur position en ce moment. Les journalistes, quand tu es journaliste, il faut être neutre, la neutralité et l'impartialité, la HAC également. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Je suis vraiment désolé de le dire, tel n'est pas le cas. D'accord. Bandjougou Dante, vous avez entendu Fanta Diakité. Ça, c'est son avis. Je ne sais pas si vous le partagez, mais ce que je voudrais vous poser comme question aussi, c'est que la HAC, depuis sa création, il y a pratiquement 10 ans, près de 10 ans maintenant, est-ce que vous pensez que sa création a permis de réguler le secteur? Franchement, nous devons nous comprendre parce que beaucoup de personnes parlent de la HAC, mais ne savent même pas qu'il y a eu un changement de direction à la HAC et changement d'équipe il n'y a pas longtemps. Il y a un sujet que vous avez évoqué, le cas du Liba, c'était avec l'ancienne équipe de la HAC, qui était à quelques semaines de son départ avant de prendre cette décision. Bon, c'est vrai que je préfère éviter certains sujets parce que la HAC, c'est notre produit. Quand on mettait en place la première équipe de la HAC, nous étions là, on a voté pour mettre des gens là-bas. Et je crois que ceux-là qui ont dirigé cette première équipe, Gaussou Drabo, Hamé Sissé, Alou Jim et même le président Fodjié, sont des gens qui sont bien connus. Mais malheureusement, en tant que président de la Maison de la Presse, il y a des choses que je dois éviter de dire. Il y a eu trop d'instrumentalisation. On accuse la HAC d'avoir sanctionné pour des causes qui ne sont pas les raisons vraies, profondes. Ceux qui le disent savent que la HAC n'a pas sanctionné une émission. Pas du tout. Et les auteurs aussi savent que ce n'est pas le cas. Mais seulement, on ne va pas jeter de l'huile sur le feu. Oui. Nous sommes là pour défendre la profession. Tout à fait. Maintenant, la nouvelle équipe qui est là, nous devons lui dire de faire en sorte qu'il y a des choses qui ont été tolérées sur l'ancienne équipe qui venait de naître ne seront pas tolérées sur cette nouvelle équipe. Et qu'elle comprend que les tentatives d'inféodation de la HAC à l'exécutif ne seront pas tolérées et ne seront pas acceptées. Mais la HAC, même dans sa nouvelle formule, au sein de laquelle il y a nos représentants, a toujours été dans une démarche de dialogue, de négociation et de trouver le consensus pour nous permettre de gérer les problèmes. Mais quand des gens veulent extérioriser des problèmes pour des faits qu'eux-mêmes savent alors qu'on n'en avait vraiment pas besoin, il y a un problème. La HAC fait son travail et ne peut pas faire de dérapage. Si elle le fait, on ne va pas accepter. Ok, une dernière question, tour de table. Je reste avec vous, Bandjougou Dante. Comment préserver aujourd'hui cette liberté de la presse? La liberté de la presse sera préservée quand les journalistes assumeront leur part de responsabilité. Cette liberté de la presse sera préservée quand nous nous mettons ensemble et montrerons au monde entier et aux dirigeants que cette démocratie ne sera échangée contre quoi que ce soit. Et que nous sommes prêts à donner nos vies pour défendre cette liberté. Mais que ce soit des causes justes, des causes vraies, sans manipulation. Comment, que faut-il faire pour préserver cette liberté? Moi, je pense que... moi, j'insiste toujours sur la formation. Toujours sur la formation. Le premier danger pour la profession, c'est d'abord les journalistes qui sont mal formés. C'est Sankara qui disait qu'un militaire sans formation politique, voilà, c'est un danger exact. On est dans une situation comme ça. Un journaliste qui n'est pas formé, qui ne sait pas qu'il y a une déontologie, qui ne sait pas qu'il y a une éthique, oui, c'est un danger pour la profession et il est à la merci du premier aventurier venu. Souvent, quand je vois des journalistes plaider pour le retour à la dictature, ils sont nostalgiques d'un temps qu'ils ne connaissent même pas. Oui, je me dis oui, il y a des efforts à faire et je pense que l'État, il faut que l'État préserve la liberté de la presse. C'est de la responsabilité des journalistes d'abord, mais il faudrait que l'État, pas différents moyens. Bandjougou est en train de courir derrière l'aide de la presse depuis 4 ans, qui ne vaut rien. Ça n'achète même pas des dates. Jusqu'à présent, ce n'est pas... tout ce qu'on a demandé comme aide indirecte à l'époque, à l'État, on n'en parle même pas aujourd'hui. L'encadrement, on n'en parle même pas. Moi, je pense que l'un dans l'autre, oui, elle l'a dit, la liberté n'est jamais finie. Il faut toujours la défendre. Tous les matins, il faut la défendre. Tous les matins, il faut la défendre. D'accord. On me fait signe que le temps imparti est pratiquement terminé. Fanta Diakité, on va
clore ce débat avec vous, oui. Rapidement, je dirais, ce message est adressé à mes confrères et à mes consoeurs, que n'importe qui ne peut pas se proclamer journaliste. Être journaliste fait appel au respect de certains principes. Un message aussi à l'endroit de nos dirigeants. Il faut qu'ils nous laissent, ceux qui respectent ces principes, exercer librement leurs fonctions. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. D'accord. Voilà. Cela est bien compris. C'est ce qui met fin à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la liberté de la presse au Mali. Qu'en est-il de cette liberté de la presse? C'était dans le cadre de la journée de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui 3 mai. Nos invités étaient Thiegum Boubey Maïga, journaliste, Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, et Fanta Diakité, également journaliste. Ce débat a été mis en onde par Gagny Kanté. À la régie vidéo, il y avait Mamadi Keïta, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. À demain pour un autre numéro.